Bonjour à Bonjour. tous. Alors, nous avons attendu 1 minute, en attendant que, l'ensemble des participants, soient présents. Donc on est encore, en attente de quelques personnes, mais on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vous remercie, de vous être, joints à ce webinaire. Pour ma part, je suis donc, Jérémy Jouglas, je suis chef de projet, en matière de qualité de vie au travail et marque employeur pour le cabinet Randstad RiseSmart qui fait partie du groupe Randstad France, et qui est donc le cabinet de ressources humaines du groupe Randstad. Je suis accompagné, d'une partenaire historique, en la personne de Laure que je laisse se présenter. Bonjour, donc ravie effectivement d'être avec vous là pendant ces 45 prochaines minutes. Donc moi je suis avocat spécialisé en droit du travail, en droit de la protection sociale, une des associées du cabinet Aguera Avocat à Lyon et effectivement partenaire du cabinet Randstad depuis quelques années et notamment sur les questions du jour, sur la question des conditions de travail. Tout à fait, puisqu'on a intitulé donc notre intervention Accord QVT et si on reparlait prévention, donc il y a une petite subtilité avec le re qui est entre parenthèses. J'espère que c'est suffisamment subtil pour avoir suscité l'intérêt et vous donner envie de nous suivre jusqu'à la fin. Donc on va bientôt démarrer notre présentation. Alors on a voulu que cette intervention soit dynamique et interactive. Donc avec Laure, on va se distribuer la parole et de temps en temps, on va aussi vous demander de nous faire des retours. Et pour cela, d'utiliser, donc vous avez vu dans la barre en bas à droite, vous avez un petit carré questions. Eh bien, on vous demandera de passer par là pour vous exprimer sur un certain nombre de sujets. C'est bon pour... À la fin de notre intervention, il y aura aussi un petit temps qui est prévu d'une dizaine de minutes pour que vous puissiez aussi poser vos questions à la fin de notre présentation. Bonjour. Bon, je vois effectivement dans le chat plein de bonjours. Bonjour Alexis, bonjour Céline, bonjour Claire, bonjour Pauline. Je ne vais pas tous les faire. Bonjour à tous. Allez, on y va et on commence. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez bien compris qu'il fallait passer par l'onglet questions parce que ça va vous commencer par une question. Que vous évoque cette image? Si vous pouviez faire un petit retour, donc dans l'onglet questions en bas à droite, qu'est-ce que c'est d'après vous? Wow, bah, merci pour le premier. Voilà, il y a une bonne réponse pour le moment. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais allez-y, quoi, lâchez-vous. Oui, oui, oula, oui. Super. Bon, il y a torture, crucifixion, trépalium, souffrance, crucifié. Bon, effectivement, je vous remercie. C'est en effet un trépalium et sur les origines étymologiques, eh bien, effectivement, c'est le mot qui serait relié à la notion de travail. Donc, effectivement, ça ne fait pas forcément rêver en l'état. Et j'aime bien commencer par ce type d'image parce que ça reproduit finalement notre rapport au travail depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, le travail était réservé aux couches de la société les plus basses, si je peux m'exprimer ainsi, donc notamment les esclaves et les nobles, les puissants s'enorgueillissaient de ne pas travailler. Et puis, au fil du temps, alors je vais passer l'aspect historique, mais pour ramener peut-être un peu plus à l'ère bourgeoise qu'on a pu connaître au XVIIIe et XIXe siècle, finalement, le travail a commencé à changer dans la représentation des gens et à être beaucoup plus valorisé. Et en ce qu'il permettait à la fois la libération économique, la libération d'une certaine condition. Donc ça, c'est pour ça, il y a la Révolution française, etc.
Et finalement, cette évolution marque bien notre rapport un peu ambivalent avec le travail. Donc parfois, au cours de notre histoire récente, on a pu parler de critères de pénibilité. Puis après, c'est disparu. Puis vous voyez, dans les débats présidentiels, cette notion peut revenir de temps en temps. Parallèlement, les 10 dernières années, les transformations du travail se sont intensifiées, puisque le nombre de personnes statistiquement qui a connu une ou plusieurs modifications de son travail, que ce soit des mutations technologiques, numériques, organisationnelles, a considérablement augmenté. Et ça nous amène directement en lien. Est-ce que ces transformations ont eu un impact bénéfique, positif, sur la santé au travail? Donc ça, c'est une première donnée d'analyse. Autre donnée d'analyse, l'engagement, lui, des collaborateurs au travail a plutôt eu tendance à baisser. C'est-à-dire que si on interrogeait quelqu'un sur la question de savoir s'il a la possibilité de prendre un arrêt maladie, est-ce qu'il justement le prendrait, eh bien, cette réponse a augmenté fortement en 10 ans là aussi. Et parallèlement, vous avez vu que les RPS n'ont jamais été aussi nombreux que ces 2 dernières années. Donc, ça nous amène directement au sujet de la qualité de vie au travail, de la prévention, et puis dans un spectre plus global, quelles sont les conditions d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs dans ce contexte, sachant que de notre point de vue, effectivement, la qualité de vie au travail permet ce levier d'attraction et de fidélisation. Alors, pour vous guider, on a prévu évidemment 5 temps. Une première partie qui est peut-être un petit peu plus juridique, mais pour situer aussi vos obligations en tant qu'entreprise. On vous réunit aujourd'hui pour parler de la qualité de vie au travail, mais c'est aussi parce qu'il y a un changement législatif avec la loi du 2 août, donc on va vous faire un petit point là-dessus. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Et puis aussi, avec Jérémy, on partagera nos expériences sur comment, la méthodologie, comment mieux négocier ces accords, qu'est-ce que ça peut apporter, en faisant un peu un benchmark aussi des bonnes pratiques et vous encourager à vous lancer. Alors, on va voir que pour certaines entreprises, c'est une obligation, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément une obligation légale, mais peut-être une nécessité, vous l'aurez compris avec la première diapo commentée par Jérémy. Alors, rapidement, pour faire quelques minutes de juridique, c'est qu'avant la loi du 2 août 2021, la qualité de vie au travail, je pense que vous le savez, c'était une obligation qui était issue d'un accord national interprofessionnel de 2013, qui a été d'ailleurs étendu en 2014 par le ministère du Travail. Et c'est la première fois qu'on a vu apparaître dans l'ordre juridique cette notion de QVT, qualité de vie au travail. Alors, pour certains employeurs, c'était « ouais, mince, qu'est-ce qu'on vient encore nous coller sur le dos comme obligation ?» C'était un peu vécu de cette manière-là, pas pour tous, parce que pour la première fois, on a essayé aussi, les partenaires sociaux ont essayé de définir de quoi on parlait. Et donc, avant la loi du 2 août, un peu classiquement, c'est l'article 1 d'ailleurs de l'ANI de 2013, on définissait la qualité de vie au travail. Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être perçu collectivement. Alors, un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement, et qui individuellement englobe l'ambiance, donc relations de travail, relations sociales, la culture de l'entreprise et ses valeurs, l'intérêt du travail, le sens, les conditions de travail. Donc là, on avait déjà, dans l'article 1, on avait les conditions de travail. Alors, ce n'était pas développé, mais ça existait déjà dans l'ordonnancement juridique. Et puis, le sentiment d'implication qui était cité, le degré d'autonomie, de responsabilisation, l'égalité professionnelle déjà, et la possibilité d'un droit à l'erreur, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Donc, il y avait quand même déjà une première définition relativement complète. Et on disait que la qualité de vie au travail regroupait des dispositions un peu diverses concernant l'organisation du travail, et puis une responsabilité sociale
d'entreprise qui devait être assumée à travers un dialogue social. Donc voilà un petit peu comment on avait abordé ce sujet de la QVT. Et dans la loi, eh bien, c'est devenu une obligation de négociation, d'un thème de négociation obligatoire, avec finalement une inspiration de l'ANI. Absolument. Merci beaucoup, Laure. D'un point de vue de consultant, quand on interrogeait nos interlocuteurs RH, des RH, RRH, sur justement cette notion de QVT, eh bien, cette définition qu'on vient d'énoncer, effectivement, ne parlait pas. Et du coup, en tant que préventeur, on a essayé de poser un certain nombre de facteurs d'identification sur qu'est-ce que c'est que la QVT, qu'est-ce que ça interroge finalement, cette notion vague. Eh bien, ça veut dire travailler dans un climat de confiance, veiller aux bonnes relations de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon dialogue social est bon? Est-ce que moi, en tant que salarié sur mon travail, j'ai la possibilité de discuter avec mes collègues, avec mon manager, des critères de qualité pour accomplir ce travail? Est-ce que je peux faire un bon travail? Est-ce que du coup, il y a des relations, comment sont mes relations avec mes collègues et mes relations avec managériales? Est-ce que je peux travailler dans un climat serein, agréable, mais aussi de confiance? Par exemple, dans certaines entreprises, le climat est extrêmement bon. En revanche, curieusement, les collègues ne se font pas du tout confiance. Donc, on essaye de gratter. Et après, on peut découvrir effectivement qu'il peut y avoir aussi des sujets d'équité, notamment sur la répartition de la charge de travail, sur le salaire, ce qu'on va appeler aussi donc la justice organisationnelle qu'on va interroger. Donc ça, c'est un premier indicateur. Autre indicateur, donc là, je suis sur oser le management participatif, favoriser l'engagement. Quelle est la qualité managériale de mon organisation? Comment se positionnent mes managers vis-à-vis de la QVT? Est-ce que c'est un management qui va encourager les remontées, les retours d'expérience? Est-ce que ça va encourager les collaborateurs à plus d'autonomie? Est-ce que ça va laisser une certaine marge de manœuvre quant à la réalisation du travail? Est-ce que justement je vais pouvoir adapter mes objectifs de performance en fonction des critères santé de mes collaborateurs? Autre typologie de critères, favoriser l'égalité professionnelle pour tous. Donc, ça veut dire l'égalité homme-femme, l'égalité junior-senior, etc., etc. Est-ce que mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle est assuré? Ça touche notamment au droit à la déconnexion, à l'utilisation des outils numériques, etc. Est-ce que j'ai une culture de non-discrimination chez moi? Après, il y a aussi toute la question des parcours professionnels. Est-ce que je peux m'épanouir? Est-ce que je peux bénéficier d'une mise à jour de mes connaissances et je peux apprendre de nouvelles choses? Ça touche aussi, et là, c'est un peu plus, c'est pour ça que je suis un peu vicieux, un peu pervers, c'est que voilà, le vrai sujet, il y a aussi l'amélioration du contenu du travail. Et là, vous sentez bien que je vais vous amener dans des sphères un peu plus méconnues. C'est-à-dire, travailler sur le contenu du travail, c'est-à-dire, est-ce que je permets une certaine autonomie à mes collaborateurs? Est-ce que quand ils viennent travailler chez moi, eh ben, le travail que je leur demande de faire a un sens? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être utiles? Comment sont les relations avec les partenaires extérieurs, notamment les clients? Est-ce qu'elles sont apaisées, constructives? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je permets à mes collaborateurs d'effectuer un travail de qualité? Est-ce que je leur permets de travailler en équipe? Est-ce que je préserve leur santé au travail, notamment dans la question de l'organisation du temps? Est-ce que la répartition de mes espaces de travail, l'environnement physique que j'offre à mes collaborateurs est de nature à les épanouir et à les faire évoluer en toute sécurité? Comment est la prévention dans mon entreprise? Est-ce que j'évalue bien les risques? Est-ce que je mets des plans d'action? Est-ce que je pilote bien les risques? Est-ce que je suis toujours dans une recherche de diminution de mes risques professionnels? Donc voilà la QVT telle qu'on se la représente traditionnellement. Alors, je vais vous faire un petit sondage, toujours dans la partie questions. D'après vous, en quelques mots, qu'est-ce que la QVT n'est pas pour vous? Vos réponses nous intéressent beaucoup. Toujours dans l'onglet questions, hein.
faut que quelqu'un se lance. Merci beaucoup. Voilà. Ah, oui. Ah, ça y est, c'est courageux. Baby foot et cours de yoga. Oui. Une table de ping-pong, loisir, tout à fait. Merci Bénédicte. Christelle, salle de relaxation, pressing, massage, livraison de fruits, salle de repas. C'est un peu limite peut-être, hein, je sais pas. Le bonheur au travail, juste une obligation. Bon, bah écoutez, moi, au vu de vos réponses, en tout cas, j'ai l'impression que le message a été clair. Effectivement, et ça, c'est un retour que je vous fais, une liberté de ton que je ne peux pas forcément avoir tout le temps, mais effectivement, dans certaines entreprises, quand on rentre, on dit qu'est-ce que vous faites en QVT et on va nous dire on organise des stages de bien-être où il y a une semaine par an des massages. Donc effectivement, c'est très bien. Mais ce dont on parle, ce n'est pas de la QVT. Et ça, c'est très important, effectivement. Et ce n'est pas le bonheur au travail non plus. La QVT, c'est un processus qui permet de faire du bon travail, d'être apaisé et de pouvoir s'épanouir. Mais ce n'est pas le bonheur au travail. Je ne suis pas magicien. Et l'heure non plus, enfin, je ne crois pas. Non, surtout pas moi. Alors justement, la partie juridique, elle est, je trouve, intéressante parce que avant la loi du 2 août, il y avait quand même une prévention, il y a une obligation de prévention. Toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir le savent très bien. La prévention des facteurs, enfin, des expositions des salariés à des facteurs de risque professionnel, c'est le quotidien de toutes les entreprises depuis de nombreuses années, avec notamment toute la partie du Code du travail qui vous invite, c'est plus qu'une invitation, c'est une obligation à prendre soin au titre de l'obligation de sécurité que vous avez à l'égard des salariés. Donc, prévention des risques professionnels avec l'évaluation des risques, prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est quelque chose aussi où on a peut-être parfois un peu traîné les pieds, tardé à prendre des mesures, à réfléchir. Parfois, on l'a fait d'ailleurs sous l'impulsion de nos partenaires sociaux, sous l'impulsion d'une expertise. Mais je pense que ceux qui ont traité ce sujet sous un angle positif ont peut-être compris que c'était un levier plutôt pour le développement de l'entreprise, un levier pour faire gagner des points de productivité, des points de marge, que finalement perdre de l'argent. Alors, ça dépend comment on le fait, comment on le conduit, mais c'est plutôt quelque chose qui est bon pour l'entreprise aussi. Ce qui est bon pour les salariés va être bon pour l'entreprise. Et puis, pas mal de sensibilisation aux problématiques de santé avec les problèmes d'alcool, les problèmes d'addiction au sens large, évidemment, consommation du cannabis, notamment dans l'industrie, etc. Et puis, prévention des maladies cardiovasculaires grâce à une bonne qualité de vie au travail. On a été sensibilisé à ça, les postures, la manière de se tenir à son bureau, avoir un bon siège, etc. Et le télétravail, d'ailleurs, a révélé ça, cette mise un peu au télétravail dans des conditions d'urgence du fait de la crise sanitaire a bien montré que un endroit pour travailler confortable, en tout cas pour les populations comme nous qui sommes des sédentaires, on a vu aussi que c'était important. Et ce qui s'est passé, c'est que bien que cette prévention existe déjà, même dans des entreprises de petite taille, du fait finalement du Code du travail, quand on a fait le bilan des accords QVT, qualité de vie au travail jusqu'à présent, eh bien, les rapports ont été assez mitigés. L'ANACT, en 2019, a relevé que très peu d'accords traitaient finalement de la QVT sous un angle santé au travail ou organisation du temps de travail, ou comme le disait Jérémy, c'était balbutiant sur le contenu du travail même, et sur le sens. Et puis la DARES, qui est championne des rapports, surtout depuis quelques années. Là, on peut vous inviter vraiment à télécharger le bilan qui a été fait sur le sujet. Vous le trouverez facilement sur Google. Eh bien, 1% des accords d'entreprise et 2% au niveau des branches ont repris ce thème dans les accords. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le législateur a souhaité le reprendre à son compte. Mais Jérémy va vous expliquer aussi les constats que eux ont fait en tant que partenaire de l'entreprise. Alors, effectivement, là, je vous montre je vous montre un graphe. Donc, c'est pas
c'est pas un cours de bourse d'une entreprise française, c'est malheureusement, c'est les données relatives aux accidents du travail depuis 1998. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Que depuis 1998 jusqu'en 2012, les accidents du travail ont baissé, ainsi que l'indice de fréquence, qui est la courbe verte sur le graphique, pour atteindre à peu près un indice de fréquence de 34 accidents pour 1000 salariés. On vous donnera toutes les études, hein, je vois dans les questions, ne vous inquiétez pas. Donc, 2012, on atteint une sorte de palier, et vous verrez qu'en termes d'indice de fréquence, depuis 10 ans, on est toujours en moyenne à 34 accidents pour 1000 salariés. Ça veut dire qu'on a, en termes de prévention, atteint une sorte de palier en dessous duquel nous n'arrivons pas à descendre. Je parle au niveau français, hein. Alors, ça veut dire, il y a quelques explications là-dessus. Ça veut dire que les entreprises ont travaillé notamment sur toute la prévention obligatoire, le respect réglementaire. Il y a des équipements qui se sont modernisés, etc. Mais il reste encore des marges de progrès, notamment sur justement les conditions de travail, ce qui impose, en termes de prévention, de travailler aussi sur l'organisation du travail. Et c'est là où finalement peut-être les préventeurs ont un peu moins de pouvoir d'agir sur cette notion, et sur le comportement et la culture prévention des managers et des collaborateurs. Mais vous voyez effectivement depuis 2012, l'indice de fréquence ne baisse plus, il stagne, et les accidents du travail, eux, sont en augmentation à proportion du nombre de salariés. Donc c'est un vrai sujet, et je tiens absolument à faire le lien entre sinistralité et QVT. Et donc, je vais revenir sur ce fameux bilan des accords QVT de l'ANACT. Que disait l'ANACT? Eh bien, tout ce qui a trait finalement à la QVT sous l'angle des enjeux sociétaux, c'est-à-dire liés à l'évolution de la société, c'est-à-dire télétravail, c'est-à-dire égalité en termes de rémunération, diversité, articulation des temps, ça, ce sont des mesures qui sont très présentes dans les accords QVT. En revanche, les enjeux marchés, c'est-à-dire ceux liés aux enjeux économiques, aux mutations économiques. Tout à l'heure, je disais qu'on n'avait jamais autant changé d'organisation ou de modalité de travail que jusqu'à présent. Eh bien, le lien entre ces mutations économiques et la santé au travail n'est absolument pas fait, alors qu'en 2010, il y avait un certain nombre de rapports, notamment le rapport Lachman, qui préconisait justement, avant de faire des réorganisations, d'évaluer les impacts sur la santé, afin justement de compenser les impacts négatifs par des mesures et répondre aux besoins, par exemple des besoins en compétences, des besoins en termes d'organisation du travail, etc. Et thème également très peu présent dans les accords, ce qu'on va appeler les enjeux travail, qui sont directement en lien avec effectivement le travail. Eh bien là, totalement absent, c'est-à-dire on ne fait pas forcément le lien entre la performance et les critères de santé. On ne discute pas, rien n'est prévu en termes d'espace de discussion en termes autour du travail, c'est-à-dire sur la réflexion collective, sur la réalisation du travail elle-même. Et donc, je parlais tout à l'heure du contenu du travail, vous avez compris que ça vient dans cet enjeu. Et finalement aussi, autre parent pauvre de ces accords, c'est tout ce qui a trait à la charge de travail, l'évaluation et la régulation de la charge de travail. Là, généralement, c'est un sujet tabou. Voilà donc l'état à fin 2019 de la QVT en France. Alors, le législateur, poussé par les partenaires sociaux, a promulgué, donc a adapté la législation avec la loi du 2 août. Ah, je n'arrive pas à passer le slide. Tu cliques sur l'image. Bizarre. Clique sur l'image, Laure. Super. Ah. Et donc, effectivement, on a les partenaires sociaux qui se sont à nouveau réunis en décembre 2020, en pleine crise sanitaire, et a fait évoluer de manière très responsable, en regardant justement les données telles qu'elles étaient sur la table, et que les entreprises s'étaient finalement peut-être emparées du sujet, mais d'une manière un peu partielle.
eh bien, l'ANI de 2020 acte que la qualité de vie au travail, ce n'est pas suffisant et fait évoluer la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, c'est la fameuse QVCT. Et c'est ce qu'il va falloir vraiment retenir. C'est un acronyme qui est, je ne trouve, pas gadget cette fois-ci, parce qu'il y a un changement de nom, mais qui a un sens. Et donc, la loi de cet été, du 2 août 2021, est venue transposer dans le Code du travail à tous les articles qui étaient consacrés à ce thème, est venue transposer cette modification. Et donc, on prend acte du fait qu'une démarche, une vraie démarche de qualité de vie au travail, eh bien, elle ne peut être menée efficacement sans une réflexion, donc réfléchir évidemment, et une action concrète sur les conditions de travail. Alors, je crois que vous êtes peut-être les mieux placés pour savoir que ce n'est pas cosmétique et que c'est une réalité. Après, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais en tout cas, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, et c'est pour ça que Jérémy a eu vraiment une excellente idée de proposer ce thème, c'est que c'est pas justement, pour nous, c'est un changement majeur. Nous, les juristes, là, on voit qu'il y a un tournant qui est pris et que la loi santé, à travers différents thèmes, et notamment à travers la QVCT, acte du fait qu'il va falloir maintenant que vous, les directions d'entreprise, les DRH en premier lieu, vous intégriez les questions de sécurité de santé dans toutes vos actions, puisque dans le champ de la négociation collective, eh bien, vous allez voir avec ce nouvel article, ça va faire partie de vos nouvelles obligations de négociation, mais aussi le comité, enfin le CSE, le comité social et le comité économique et social est investi de nouvelles missions. Sur le plan de la formation aussi, il y a des nouveautés, le document unique, bon, on va pas commenter la loi santé, mais vraiment, il y a un virage qui est pris, concret, avec des moyens d'action beaucoup plus importants côté partenaires sociaux et côté membres du CSE. Donc, il ne faut pas être en retard, parce qu'eux, ils vont se former, et donc, il faut, nous aussi, être prêts. Et puis, j'allais dire, d'être proactif aussi, parce que si on ne veut pas se faire imposer des choses via les experts, eh bien, autant nous, dès à présent, réfléchir au sujet. Et à partir du 31 mars 2022, donc, cette obligation de négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, eh bien, est modifiée et est intégrée, donc à partir de 2022, donc tout de suite, là, au 1er avril, eh bien, la qualité des conditions de travail avec la santé, la sécurité et la prévention des risques professionnels. Donc, c'est vraiment majeur. Et donc, la qualité des conditions de travail devient un nouveau thème de négociation. Et on peut imaginer que les partenaires sociaux seront là. Ils ont compris, ils ont vécu les transformations, ils ont vécu des réorganisations où il y a eu des salariés qui ont eu des conséquences, qui ont subi des conséquences, qui ont souffert. Bon, le terme n'est peut-être pas le mieux utilisé, mais en tout cas, il y a eu des impacts réels. Les DRH, vous êtes vraiment bien placés pour le savoir. Et donc, c'est un sujet qui peut s'inviter. On est focus, et c'est un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Mais nous, on pense avec Jérémy et d'autres de mes confrères, au cabinet notamment, que ça va être un sujet de l'année 2022 et de l'année 2023, et qui pourrait d'ailleurs occuper, parce que augmenter son salaire, effectivement, ça peut être très important, surtout quand on est avec des salaires faibles. Mais si on travaille sur le sujet de la qualité de vie au travail, si on est mieux au travail, si on a du sens à son travail, est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen peut-être d'oublier ou de mettre en suspens d'autres aspects? Bon, la loi nous dit que, ça c'est nouveau, avec le nouvel article 2242-19-1, donc c'est un nouvel article du Code du travail, que cette négociation modifiée à partir du 1er avril, on pourra s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de prévention des risques professionnels. Bon, vous avez compris, c'est effectivement la CARSAT et puis l'ANACT, et on vous parlera tout à l'heure de leur méthodologie qui est proposée. Mais vraiment, retenez ça, la qualité des conditions de travail et plus la qualité de vie au travail, la qualité des conditions de travail devient désormais un thème de négociation central. Alors, rapidement, parce que le temps passe et on veut absolument que vous puissiez poser vos questions, on a dit déjà beaucoup de choses, c'est que
les objectifs de cette loi, c'est promouvoir les conditions de réalisation du travail qui sont favorables à la santé. Donc, OK, vous voulez faire blanc de cette manière-là, mais il faut aussi prendre en compte que ça ne va pas être au détriment de la santé des collaborateurs. Pareil pour les transformations, les fusions, les réorganisations, tout ce qu'on peut imaginer qui va avoir un impact sur les conditions de travail. Déjà, les expertises du CSE sur le thème des conditions de travail, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Donc, on voit bien qu'il y a cette évolution. Et puis, effectivement, prévention des risques psychosociaux, c'est un incontournable. Il faut surveiller ces aspects. Avec la crise sanitaire, ça s'est malheureusement amplifié. Et nous, au cabinet, aujourd'hui, c'est la moitié de nos dossiers, des problématiques de souffrance au travail, des problématiques de harcèlement, des problématiques de mal-être, de burn-out ou de bore-out parce que j'ai pas assez de travail. Bon, il faut vraiment s'emparer de ces sujets. Et puis, ça fait beaucoup pour vous, les DRH, c'est pas simple. Mais on va voir aussi, grâce à l'intervention de Jérémy, que la QVCT, donc cette nouvelle négociation plus complète, eh bien, ça va aussi vous aider. Et c'est un vrai levier. Et ça, on est convaincus sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Et ça sera vraiment une deuxième chose à retenir de notre intervention. Merci. Alors, je vais effectivement passer vite parce que le temps presse, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi ne s'est pas posée là par hasard. Il y a toute une réflexion globale qui existe depuis un certain temps. Donc, on a parlé de l'accord national interprofessionnel de 2020, mais il y a aussi le plan santé numéro 4 qui prévoit donc, qui organise un peu les priorités en matière de santé entre 2021 et 2025. Et effectivement, plus la loi d'août 2021 dont Laure vient de parler, mais qui cible à chaque fois, qui ordonne et coordonne l'ensemble de ces mesures. C'est-à-dire que la priorité est vraiment accordée à la prévention primaire. La prévention primaire, c'est vraiment le degré maximal en termes de prévention des conditions de travail et prévention de la sinistralité. Ça suppose effectivement d'aller chercher à la source du risque afin d'éliminer la possibilité d'existence de risque. Donc, ça passe par le renforcement de la culture prévention et le rappel que c'est bien une obligation légale d'adapter le travail à l'homme. Parce que bien souvent, quand on va dans les entreprises, c'est plutôt l'homme qui s'adapte au travail. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le texte de la loi. Il y a aussi donc des priorités qui vont être remises au travers notamment de cette loi sur le document unique d'évaluation des risques, qui prévoit de distinguer, d'évaluer les risques professionnels en fonction des impacts différenciés en fonction du sexe. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas forcément soumis aux mêmes risques professionnels. Et du coup, il faut le tracer, il faut mettre en face des actions. Et nouvelle obligation, il va falloir déposer sur un portail ces documents uniques. Priorité également à la formation des salariés et des managers aux enjeux santé. Et désormais, de plus en plus d'actions en faveur de la prévention de ce qu'on va appeler la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire réduction des risques et notamment des phénomènes d'usure au travail. Je définirai un peu plus tard tout ça, ne vous inquiétez pas. Et deuxième pilier, et là je vais directement à l'utilité et au sens du travail et à l'accompagnement des transformations du travail. Tout ça donc fait partie de ces documents, ANI 2020, loi 2021, PS4 2021. Et pour ceux qui ont pu, parmi vous, peut-être mener des projets de réorganisation, des PSE, etc., vous avez pu voir les demandes, notamment de l'inspection du travail, qui vous demandent justement ces évaluations en amont des impacts humains de vos projets. Et donc, tout ça est bien coordonné et participe de la même logique. Alors justement, sur les accords QVCT, les nouveaux accords que vous allez devoir, j'allais dire, négocier, dans les entreprises en tout cas, qui sont pourvues de délégués syndicaux, donc toutes les entreprises qui ont des élus du CSE de plus de 50 et qui sont susceptibles d'avoir été désignés ou des candidats désignés comme délégués syndicaux. La méthodologie, il n'y en a pas 50, c'est un sujet structurant, vous connaissez bien ça, il faut faire un état des lieux,
regarder tout ce qui existe dans l'entreprise, bon, y compris, pourquoi pas, le baby-foot ou la table de ping-pong pour l'écarter. Définir bien les thèmes, donc ça vous rapprocher évidemment des juristes pour savoir ce que vous devez faire, quel est votre cadre juridique, si vous êtes soumis ou pas à cette obligation. Et puis, avoir un budget. Il faut savoir quel budget vous pouvez mobiliser. Donc, il faut avoir une petite discussion avec le DAF. Et puis, voir aussi vis-à-vis de votre direction générale si c'est quelque chose que vous pouvez débloquer puisque c'est un thème de négociation annuel. Donc, ça peut être aussi, encore une fois, à mettre en pendant avec une négociation sur les salaires qui sera plus ou moins sympathique une année. Donc, enfin, avoir une vision un peu globale. Quels sont les objectifs ? Quels sont mes sujets cette année, dans 2, dans 3 ans? Je sais qu'il va peut-être y avoir une restructuration. Je sais qu'il va falloir changer. J'ai mis le télétravail un petit peu rapidement. Enfin, on essaie de regarder. Il n'y a pas un modèle type. On regarde ce qui se passe dans son entreprise, son secteur d'activité. On regarde les orientations stratégiques. Et puis, quels sont mes interlocuteurs et vers qui je vais pouvoir m'appuyer? Donc, évidemment, le CSE, il y a la question de l'information consultation préalable, non pas sur le projet d'accord, parce que vous savez que c'est supprimé depuis la réforme Macron, la réforme du Code du travail, mais selon les thèmes que vous allez mobiliser sur ce chantier de la QVCT, eh bien, vous allez devoir conduire aussi une information consultation préalable du CSE. Et pourquoi pas, c'est un sujet encore une fois structurant qui peut être positif, pourquoi pas aussi le faire, même si ce n'est pas dans tous les cas obligatoire. Et puis, signer, ça veut dire un accord majoritaire. Donc, quelle va être la position des délégués syndicaux? Est-ce qu'ils ont besoin d'être associés en amont? Est-ce qu'ils seront intéressés? Nous, on a vu chez nos clients que la plupart n'étaient pas aussi intéressés. Les accords égalité hommes-femmes, ils s'en fichent. La pénibilité, ils boudent. On a eu les accords seniors, ça ne les intéressait pas. Il faut aussi voir comment les mobiliser, ceux qui ne le sont pas, et qui ne le prennent pas comme un moyen de vous contraindre ou un moyen de vous embêter, mais qui soient un peu plus aussi constructifs et pourquoi pas force de proposition. Et puis voir dans l'entreprise sur qui vous pouvez vous appuyer, parce qu'aujourd'hui, vous avez 50 sujets, là, on vous en rajoute un nouveau. Évidemment, vous avez vos conseils préférés. Jérémy et moi, on peut vous aider, mais dans l'entreprise, qui pourra aussi peut-être avoir une sensibilité particulière et avoir, on pense souvent aux directions industrielles, nous on travaille souvent sur ce sujet avec les responsables de production, les chefs d'équipe, qui eux sont à même de voir qu'est-ce qui peut aussi améliorer les choses dans justement ce quotidien, ce contenu du travail, et pas uniquement avec des choses un peu plus qui sont intéressantes aussi, mais qui peuvent être un peu plus marketées. Et puis, le médecin du travail, donc là, moi, je le dis plus du bout des lèvres parce que je suis un peu fâchée. Je ne suis pas fâchée avec les médecins du travail, pardon, s'il y en a qui nous écoutent, mais parfois, ils sont un petit peu timides, je trouve, sur le sujet. Ils n'ont pas assez de temps, pas assez de moyens. L'ANACT, assurément. Jérémy, je pense que tu le penseras aussi. Les ergonomes, bon, il y en a un petit peu moins. Mais en tout cas, Jérémy et moi, ça sera avec plaisir si vous voulez qu'on vous aide sur ces questions qu'on connaît bien. Là, on va pas développer plus ce slide puisqu'il ne nous reste que 5 minutes. Je te laisse peut-être continuer ta méthodologie, Jérémy. Oui, effectivement. On laissera poser ces questions. Effectivement, je vais accélérer un petit peu, mais ce qu'il faut retenir effectivement dans la philosophie de l'animation des accords QVT et la méthode qu'on vous propose, c'est notamment déjà un changement de paradigme, c'est-à-dire réfléchir en termes de gouvernance partagée et paritaire, c'est-à-dire que votre comité de pilotage, il ne doit pas nécessairement être représentatif que de la direction et que de vos partenaires sociaux. Mais nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est intégrer des salariés, des managers, parce que justement, l'enjeu, c'est de discuter des modalités de réalisation du travail. Donc, il faut que toutes les composantes de l'entreprise soient sollicitées pour justement pouvoir éclairer sous différents angles, soit en tant que salarié utilisateur, soit en tant que manager qui vont plus réfléchir en termes d'organisation, etc., aux modalités de comment on fait vivre la qualité de vie et les conditions de travail chez nous. Évidemment, l'étape de diagnostic, j'en parle pas. Autre chose
autre philosophie qu'il convient d'avoir, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire attention à ne pas sortir du chapeau une organisation nouvelle qui n'a pas été préalablement testée, expérimentée et de la déployer brutalement au sein et la généraliser. Non, on procède par expérimentation avec des retours d'expérience justement pour, là encore, éviter d'accroître les risques, notamment psychosociaux, identifier les besoins en compétences, identifier les besoins en formation, peut-être même procéder à des simulations des conditions de travail futures, si c'est un nouvel espace, si c'est un nouvel outil, etc., etc. Bien procéder dans le cadre de cette gouvernance à l'évaluation à travers d'indicateurs, de baromètres. On peut interroger les salariés, c'est bien même. Et bien évidemment, et ça fait partie des enjeux pour le coup de faire vivre cette notion de QVCT, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui doit habiter le projet d'entreprise. Donc on peut même penser à un moment dans votre accord à renouveler cette gouvernance partagée, faire venir de nouveaux salariés au bout d'un certain temps, de nouveaux managers pour apporter un regard nouveau, etc. etc. Laure ? Oui. Voilà, écoute, moi, je préférerais, je ne sais pas si vous allez avoir des questions, mais vous verrez dans nos slides, c'est que vous pouvez, on a fait un espèce de benchmark, des accords qui peuvent être intéressants à aller voir, des accords collectifs qui ont été signés, certains sont récents. En termes de durée, on peut prévoir des durées courtes, hein, on fait un essai, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou des choses un peu plus longues. Mais tous, en tout cas, doivent, à mon avis, en tout cas les futurs, prendre en compte cette question, tout simplement l'égalité professionnelle avec la déconnexion. On peut d'ailleurs rassembler plusieurs thèmes, hein. Certains ont traité l'égalité, la QVCT, et puis même aborder des questions comme le travail des handicapés dans l'entreprise. Alors certains trouvent que joindre tous ces sujets, c'est pas forcément une bonne idée, mais pourquoi pas? Il y a pas de règles. Et puis, il faut partir surtout d'un diagnostic et regarder ce qui est le plus pertinent pour votre entreprise. On a pris quelques exemples parce qu'ils ont paru novateurs et être déjà sur la question de l'esprit d'équipe, de la reconnaissance au travail, du sens au travail, hein, des entreprises comme ArcelorMittal, c'est quand même à souligner parce que c'est des métiers qui sont pénibles. Donc, on trouve que c'était intéressant. Et puis là, je veux te laisser absolument la parole parce qu'il faut qu'on finisse là-dessus, Jérémy. Autrement, merci. On va se faire discuter. Effectivement, en égalité professionnelle, hommes-femmes, généralement, on parle de rémunération. Néanmoins, il y a un thème, moi, qui me frustre un peu depuis un certain nombre d'années et dont on ne voit pas du tout, c'est que les accidents du travail en proportion concernant les hommes sont en diminution hein, depuis les années 2001. En revanche, si on considère le sexe féminin, regardez, depuis 2001 jusqu'à 2019, c'est une augmentation de 41%. Ce qui signifie effectivement que l'égalité professionnelle, je parle d'accident du travail là, hein, l'égalité professionnelle, ce n'est pas qu'une question de rémunération, c'est ce que je veux vous montrer. Si on réfléchit en termes de maladies professionnelles et de troubles musculo-squelettiques, c'est un peu technique, mais en gros, c'est tout ce qui est tendinite, tendinopathie, épicondylite, canal carpien. À partir de 45 ans, vous voyez, la proportion de femmes est beaucoup plus impactée en matière de maladies professionnelles TMS que les hommes. Là aussi, ce n'est pas qu'une question de rémunération. Si on se place du côté des maladies professionnelles psychiques, regardez, là aussi, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes. Là aussi, ce n'est pas qu'une question de rémunération, l'égalité professionnelle. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est très rapide, mais on n'en parle jamais. Et à travers justement ces accords égalité professionnelle QVCT, eh ben, c'est notamment une opportunité pour vous de rétablir ce qu'on pourrait appeler l'égalité réelle. Il y a de vrais problèmes, il y a de vrais sujets, pardon, pas de problème, qui se posent en ces termes, ça peut être traité. Qu'est-ce qui explique effectivement qu'il y ait des expositions différentes de femmes par rapport à d'hommes? C'est tout simplement l'organisation de travail qui peut la prévoir comme telle. Une fois, moi, je suis allé dans une industrie, on me montre un poste de travail qui s'appelle le contrôle et on me dit, bah là, on ne met que des femmes parce que généralement, elles ont des plus petits doigts et elles sont plus petites, donc c'est plus mieux. Donc la personne, on va partir de cet exemple, la personne contrôle des petites pièces tous les jours en étant debout. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Forcément, problème
problème de cervicalgie, problème de tendinite au doigt. Est-ce que du coup, en faisant ça toute la journée, ça favorise son parcours professionnel? Ben non, parce que du coup, elle ne peut pas apprendre d'autres choses et elle va rester sur ce poste pénible. Du coup, ça veut dire à terme maladie professionnelle et ça veut dire donc conditions de travail différentes égale impact différent égale écart de rémunération, mais aussi écart de santé. C'est bien ça le sujet. Donc, si on veut conclure, si on veut s'engager sur ces démarches d'égalité professionnelle réelle entre hommes et femmes, bah, on vous a suggéré une série d'indicateurs pertinents qui sont en plus de l'index égalité, qui sont par exemple veiller à distinguer l'évolution de l'absentéisme selon le sexe au nom de la CSP, veiller justement à la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles au sein de la CSP, toujours par sexe, le nombre d'heures de formation, combien prennent les congés paternité, maternité, etc., toujours par sexe, et le temps de travail posté. On vous a fait une petite liste, vous aurez le support. Mais typiquement, ça fait partie, tout à l'heure, j'étais interrogé sur le lien, le diagnostic. Ça fait partie effectivement d'une grille d'analyse de diagnostic. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais voilà. Donc, je vais aller un peu vite. Ça, effectivement, je voulais vous interroger. Qu'est-ce que ça représente? Effectivement, ça, c'est le mythe de Sisyphe. C'est qu'indéniablement, cet homme est condamné à porter sa pierre en haut de la montagne et tous les jours à recommencer son travail. Ce qui peut interroger le sens du travail, qui est un peu le mal du siècle. Le sens du travail, là aussi, c'est une des priorités. Alors, il y a des débats en ce moment pour savoir est-ce que c'est un facteur de risques psychosociaux comme les autres ou est-ce que c'est un facteur à part? Peu importe, je ne me rentre pas dans cette discussion, dans cette doctrine. Ce qu'il faut bien s'interroger, c'est est-ce que le travail que j'offre à mes collaborateurs, quand je veux les attirer parce que je suis en pénurie de métier ou que je cherche à les fidéliser parce que je ne veux pas les perdre, est-ce que ce que je propose comme travail a du sens pour eux? Je prends un exemple. Dans un EHPAD, vous avez vu l'actualité, on va parler de ça comme ça. L'organisation est prévue pour X minutes pour passer du temps à s'occuper d'un résident, X minutes pour faire la toilette, X minutes pour donner à manger. Typiquement, qu'est-ce que ça interroge? Ça interroge le sens du travail de ces personnes. Donc, on est bien sur le contenu même du travail qui engendre des valeurs, un conflit de valeurs, parce qu'au départ, ces personnels-là qui ont décidé de s'engager sur cette voie n'ont pas voulu travailler comme ça. Et c'est ça qui, en termes de réflexion, d'organisation et de conditions de travail, mérite réflexion. Et donc des expérimentations d'organisation nouvelles. Alors effectivement, ce n'est pas facile. En revanche, si on veut effectivement proposer autre chose, attirer et participer à une meilleure santé des collaborateurs, c'est notamment comme ça qu'il faut le faire, agir sur l'organisation et les conditions de travail. Je fais un focus aussi très rapide sur la charge de travail. La charge de travail, je vous ai dit, c'est un sujet tabou en entreprise. On a beau en parler, on peut même, quand on est consultant, on dit attention, vous avez un sujet de charge de travail, généralement, on le culte. Il ne faut pas oublier que la charge de travail, c'est extrêmement important. Il y a la charge de travail prescrite, telle que découpée par l'organisation du travail elle-même, et il peut y avoir la charge de travail réelle, c'est-à-dire l'organisation de travail telle qu'elle est réellement vécue par les personnes. C'est-à-dire toutes les interruptions, tous les imprévus que le collaborateur peut rencontrer dans cette mission. Ah bah oui, je dois faire X dossiers entre 8h et 10h, sauf que l'Internet ne marche pas, mon outil ne fonctionne pas, je suis constamment dérangé par mes collègues, etc. Tout ça, ça vient interrompre. Ferhat, j'ai bientôt fini. Je te vois, je sais. Merci. Effectivement, on vous a proposé une grille d'analyse. Je suis désolé de t'interrompre. Il faut conclure. Je conclue. La session suivante commence. Je conclue. On vous a mis donc une grille d'analyse avec ces différences entre les charges prescrites et les charges réelles. C'est un bon outil à destination des managers. Et une grille d'activité aussi pour mesurer la pénibilité de la tâche, quels sont les facteurs ressources, etc. Et en conclusion, organisation, conditions de travail, si on cherche à les améliorer, on agit sur la qualité de vie au travail. On avait tellement de choses à dire qu'il faudra trouver un autre moyen de poursuivre cette
présentation. Mais retenez effectivement une chose, c'est que c'est un sujet incontournable, mais c'est aussi un sujet prometteur qui peut vous permettre d'être plus attractif, de résoudre pas mal d'enjeux, la numérisation, le problème de l'intelligence artificielle qui va supprimer des tâches, etc. C'est un moyen d'avoir un peu d'avance. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.